J'ai un faible pour les 605. Ça date d'il y a quelques années quand j'avais récupéré et rénové une SRI. Pour célébrer la fin de la restauration, j'avais été roulé sur circuit et j'avais eu confirmation de son bon comportement. Mais le 4 cylindres me semblait pas à la hauteur du reste, alors je l'ai pas gardé longtemps après ça. C'est alors que Julien, abonné de la chaîne, me fait don de la sienne, en V6 cette fois. J'avais alors réussi à la rapatrier par la route pour moi-même l'abandonner quelques années faute d'un bon timing. Au moment de m'y mettre, j'ai découvert que le chantier était bien plus massif que prévu, et lors des précédents épisodes, vous avez peut-être vu quelques avancées significatives. À savoir la suppression de l'ABR qui essayait de me tuer, le remplacement du berceau qui s'assimilait à un crumble maison, le changement des soufflets, aussi étanche qu'un moteur BMW, pareil pour les étriers qui voulaient plus lâcher les disques, puis j'ai aussi bouché les trous de la ligne d'échappement, mais tout ça l'empêchait pas de tourner rond comme une brique. Et oui, c'est de là que venait le brouillard persistant dans le département. Après, j'ai bien trouvé que la vanne de ralenti était bloquée, mais ça n'a pas réglé le problème. J'ai mis les injecteurs hors de cause, et puis j'ai fini par trouver le coupable, enfin. C'est ce que je croyais. Le régulateur fuit. Puisque non, l'essence devrait pas pouvoir passer par la dépression d'air qui mène au collecteur d'admission. J'ai enfin reçu la pièce. Bon, autant vous dire que c'est pas Bosch qui la fabrique. Comme ils la font plus. De toute façon, on n'a pas bien le choix. D'aspect extérieur, en tout cas, c'est exactement la même. J'espère que la membrane va résister parce que, la vache, la pression qu'il y a là-dedans. Gardez la remarque dans un coin de votre tête. Et puis elle a démarré, super bien d'ailleurs. Alors, problème réglé ? Je vous avais conseillé de vous souvenir de la remarque que je faisais au sujet de la pression que je trouvais hyper forte dans le circuit de carburant, et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, peu de temps après, il y a de nouveau le moteur qui s'est mis à tourner comme une merde, et j'ai enlevé la durite de dépression, il y avait de nouveau de l'essence qui coulait. Alors pas autant, mais il y en avait. Donc je me dis, putain, c'est une pièce de merde. Puis je me suis rappelé quand même de cette problématique de pression, quoi. Et en fait, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette voiture. Avant que j'attaque les vidéos dessus, je l'ai stationnée, et puis je faisais de temps en temps des manœuvres avec, juste pour libérer la place. Et souvent, j'avais quand même des fuites de carburant, et j'ai dû mettre de très bons colliers, remplacer les durites d'arrivée et de retour, sur la liaison au niveau du moteur. Et puis en fait, il y avait un problème effectivement à ce niveau. C'est-à-dire que le retour de carburant était bouché. Donc j'ai été voir côté pompe, j'ai soufflé, j'arrivais à rien faire passer de l'autre côté. J'y suis allé à la soufflette, et puis à un moment donné, il y a un truc qui est sorti de l'autre côté. Donc, moralité, les tuyaux de gaz à la place des tuyaux de carburant, qui sont faciles à reconnaître, hein. Ça c'est du tuyau de carburant, ce qu'il y avait à la place, de la tuyauterie bleue, non. Mais c'est du tuyau de gaz, ça. C'est pas du tuyau d'essence. Et donc, ça se désagrège au contact du carburant. Donc finalement, le régulateur de pression de carburant, il aurait pu faire la vie de la bagnole, sans doute, s'il n'y avait pas eu du tuyau de gaz à la place. Donc voilà, ça m'aura pris pas mal de temps, mais cette fois-ci, le problème est réglé. Ça ne m'a pas empêché de remplacer le faisceau, le distributeur et le doigt d'allumage, pour mettre toutes les chances de mon côté. Le volant de phase 1 avait déjà pris la place de l'anachronique et moche phase 2, pareil pour le pommeau. J'ai aussi remplacé la base du levier, qui était bien défoncée avant de m'attaquer à la console centrale.
Moi, je répare pas mal de plastique et ça m'a particulièrement fait chier. C'est la grille de la baie de pare-brise. Je l'avais posée sur le toit de la voiture. Et un matin, je claque juste une porte et il avait gelé, je pense, et ça a dégringolé quand même du toit. Et c'est tellement fragile. Je m'étais fait chier à la démonter proprement. Et ouais. J'ai réparé d'autres trucs. Ah, le chat. Morceau de plastique, machin. C'est du détail, mais au cumul, ça change quand même l'impression générale de l'habitacle. J'ai aussi installé les accoudoirs manquants à l'arrière, prélevés sur la SVDT donneuse. Et puis je me suis lancé dans la dépose du combiné d'instruments en me disant que je pourrais en profiter pour régler l'éclairage partiel de l'horloge. Enfin, elle affiche aussi la température, hein. On était dans un moment d'innovation extrême à l'époque. Et on en arrive au vrai problème de la 605. Excellente voiture à l'usage, mais terrible merdier pour à peu près toutes les interventions techniques. Pour le remettre en place, à cause du câble de compteur, je pense, c'est n'importe quoi. Bon, aucune volonté de cacher les vis de fixation en façade. Ok, pourquoi pas, si ça facilite les choses. Mais là, il faut démonter l'horloge, et la platine de l'horloge. Et puis les boutons ensuite de commande qui est en bas à gauche du tableau de bord. Ensuite il faut se couper les mains sur tous les plastiques saillants qui traînent en espérant débrancher proprement les connecteurs électriques. Et le câble de compteur dont je vais devoir vous parler pas plus tard que maintenant. L'idée c'était de le remplacer et peut-être de régler le souci de l'aiguille atteinte de Parkinson. Je vais voir si celui que j'ai est en meilleur état. Et il l'était parce que celui d'origine il en restait des morceaux là. Donc je me suis fait chier à bien le remettre en place dans la partie métallique de la gaine en me disant que peut-être que ça améliorerait son fonctionnement. À côté, j'ai remarqué que les canalisations d'air étaient plus fixées, donc j'ai remis des vis. Et puis j'ai fait ce qui était prévu, j'ai remplacé une des deux ampoules de l'horloge qui était cramée. Allez, on peut tout remonter. Sachant que ça va sûrement être très drôle à remettre. Bravo les gars, belle idée de merde. Et je me suis pas trompé, j'ai mis quasi 1 heure à réussir à emboîter le câble dans le combiné. C'est censé se faire tout seul à l'approche de la pièce. J'aimerais bien savoir par quelle magie. Ouais, bon, merde. Voilà, c'est fait chier comme ça. C'est bon, stop. Parce qu'en plus, sûrement dérangé par les vibrations et les tentatives de réinstallation, l'ampoule de l'afficheur de Jauge à essence a décidé d'elle aussi dire merde. Ça m'a vacciné contre toute tentative d'y toucher de nouveau. Ça m'arrive pas souvent, mais là, vraiment, non. Donc j'ai passé mes nerfs sur des trucs moins pénibles, remplacer des plastiques pétés et nettoyer la décharge qui était devenue cet intérieur. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'installation téléphonique de l'époque, ça aurait eu du charme, plus que les vestiges qu'ils ont laissés sur le tableau de bord en tout cas.
juste après ça, j'ai dû m'absenter pendant que certains s'amusaient à faire chabit dans les embouteillages. J'ai embarqué Olivier pour une expédition à Lyon, histoire de récupérer l'équivalent de Jésus pour certains d'entre vous. Le sauveur, ce sera ce truc orange qu'un certain Christophe m'a proposé, vendu là où il bosse. On a réussi à le charger sans se tuer, mais le vrai challenge c'était d'arriver à le décharger chez moi. Et là, immense merci à David et à sa machine, ainsi qu'à Olivier évidemment. C'était très juste. Mais on a réussi et voilà la plus grosse source de suspense qui disparaît de la chaîne. Je vous présente Hans. Hans soulève 3 tonnes à l'aise et reste sur roulette pour pouvoir être déplacé, mais comme il pèse 900 kg, faut pas se louper et le faire tomber de la dalle. Et si vous vous inquiétez de ce qui est advenu de son prédécesseur, bleu et dangereusement excentrique, rassurez-vous. Il continue à lever des voitures, mais dorénavant ce sera exclusivement des Honda. Tout comme pour le pont des Périls, j'ai négocié avec les triangles et les étoiles pour pouvoir le faire fonctionner en triphasé 220. Bref, ça lève et c'est stable. Quelle déception. Mais reprenons le travail sur l'esthétique de la voiture. Voilà un jeu de jantes que j'ai acheté il y a déjà un bout de temps. Il y en a 5 qui sont en mauvais état mais qui tourneront. Alors on va s'y mettre et gagner pas mal de temps en utilisant directement la meuleuse avec un disque à lamelles vu l'intensité des coups de trottoir. Et parce que la bande son de ce genre de machine n'est pas franchement plaisante, on va donner un ton inutilement intense à ces quelques heures passées à gratter, poncer et peindre. En attendant que ça durcisse, avant de monter les pneus, je vais continuer ma formation délivrée par Louis de Decaboss qui a bien voulu me faire bénéficier d'une seconde session de débosselage. On s'est donc intéressé à la large déformation du capot, et étonnamment pour en retirer la majeure partie, il n'y a pas besoin de donner un seul coup de marteau. L'astuce c'était simplement de décoller la tôle du renfort qui lui est déformée. J'aurais jamais pensé à faire ça. Ouais, il reste presque plus rien par rapport à avant. Là, plus tu tapes, plus il s'agit du haut. Là. On est presque dans l'arrondi là, de ce qu'il faut taper. Après un bon moment à s'entraîner sur les diverses déformations dans ce coin-là du capot, j'en sais un peu plus. Il faudra s'équiper dans le futur pour pouvoir voler de mes propres ailes. Évidemment, ça met aussi bien en évidence l'état de la peinture, ou plus exactement du vernis, oxydé et micro-rayé. On va voir ce qu'on arrive à en tirer avec un bon lustrage. Et le premier test est plutôt encourageant. On voit une sacrée différence. J'ai donc fait pareil sur toute la moitié du capot. Et évidemment, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, donc j'ai fait la totalité et voilà ce que ça donne. Après, vous vous doutez bien que j'ai continué sur l'as de la carrosserie, à part le toit. Pour lui, c'était sans espoir, mais on y reviendra. Le lendemain, j'ai enfin pu installer les fameuses turbines de SV24. Et je pense pas qu'il y ait de controverse à ce sujet. Les plus belles jantes sur une 605, c'est celle-ci ou celle des Gutmann. Bref, après j'ai été faire quelques kilomètres pour un rendez-vous assez important. Elle a passé son premier contrôle technique depuis 2018. Et elle l'a pas eu. On pouvait s'en douter en même temps. Même si j'avais fait pas mal de trucs dessus. La pollution est passée, donc le circuit de carburant et tout le reste, ça c'est bon. Mécaniquement, ça va.
Par contre, quand je disais dans le titre de l'épisode précédent qu'elle partait en miettes, bah, j'étais plus dans le vrai que ce que je croyais encore. Parce qu'il y a un endroit, il y a un beau trou. Et il va falloir s'en occuper. Et après, il y a quelques détails aussi qui vont pas. Je vais investiguer en même temps. Bon là, il commence à pleuvoir, mais ben, je vais essayer d'avancer quand même. Tant que c'est pas plus violent que ça va. Et alors, où est-ce qu'il est ce trou? Ben, pas loin de là où j'ai pourtant passé des heures à bosser pour le berceau et les trains roulants. Mais c'était un peu planqué par le garde-boue, alors j'ai pas vu. Voilà, juste derrière, c'est l'emplacement pour le bocal de lave-glace qui est là. Donc le remplissage est juste à côté. C'est assez merdique comme endroit, hein. Ah, j'ai hésité à tenter de travailler sans démonter plus que ça, mais ça aurait été vraiment ardu. Donc je me suis décidé à déposer la jambe de force. Est-ce que ça m'a vraiment fait gagner du temps? Pas sûr. Parce que contrairement à toutes les voitures sur lesquelles j'ai travaillé, ça nécessite de déposer toutes les rotules pour avoir la place de la sortir. Je vous parle pas de la tronche du soufflet de cardan pendant l'opération, enfin bref. Je peux au moins voir clairement ce que je coupe et ce que je vais souder. Reste plus qu'à découper une tôle pour boucher ça. Bon, c'est pas très beau, mais c'est solide et c'est plein, voilà. C'est assez pénible à faire, vu que ça prend tout le temps feu, avec toute la pâte d'étanchéité qu'il y a autour. Voilà, je vais meuler ça et puis on va pouvoir refermer. On n'est pas là pour faire de l'art, hein, donc... Après, j'ai redressé le bout de tôle que j'ai repointé proprement avant de passer le joint d'étanchéité. Et une fois sec, j'ai aussi pulvérisé le revêtement goudronnant. Voilà, plus de trous et un contrôle technique victorieux après avoir également dégrippé les coulisseaux d'un étrier arrière qui provoquait un souci de dissymétrie. Plus tôt, j'ai illustré une bonne partie de la voiture et j'ai précisé que c'était sans espoir pour le pavillon. Et oui, il n'y a plus de vernis sur une bonne partie, donc je vais tenter de localement régler ça et en une matinée. L'agenda est chargé. Au menu, ponçage, dégraissage, masquage et j'avais demandé à Coloris une bombe de 400 ml de teinte. C'était surtout pour repeindre une coque de rétroviseur. On verra si j'arrive à recouvrir le toit avec ça. Reste plus qu'à espérer qu'il en reste suffisamment pour le pavillon maintenant. Je suis vraiment pas le peintre le plus économe en produits, donc le challenge est d'autant plus relevé. On dirait qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir.
Hans trouve une nouvelle utilité, faut pas se casser la gueule, mais là c'est quand même pratique pour pulvériser le vernis. Et ce serait d'autant plus un miracle d'arriver à faire une coulure sur un panneau horizontal. Je crois que j'ai moi-même été surpris de constater que pour un truc préparé et peint en moins d'une demi-journée, le résultat est loin d'être horrible. La repose de la coque de rétroviseur est pas la touche finale, mais presque. Ouais, donc il restait les baguettes de porte côté passager qui rebiquaient. Ça gâchait l'ensemble, donc j'ai pris quelques minutes pour les chauffer et les recoller. Et donc on peut enfin profiter du résultat final. Loin d'être neuve mais aussi loin d'être une poubelle, je vous laisserai seul juge pour ce qui est de la placer sur l'échelle des voitures rafistolées ou restaurées. Pour moi l'essentiel c'est qu'elle soit capable de rouler encore longtemps et qu'elle fasse dans l'ensemble plaisir à voir. Bon, en fait non, il restait un dernier truc que je pouvais pas laisser en l'état. L'absence de la poignée et de l'occultant du tout ouvrant. Vu que j'ai investi dans une imprimante à filaments, voilà ce qu'il en est sorti. Et que j'ai repeint évidemment. Ensuite, j'ai chargé toutes les pièces que j'ai achetées pour cette voiture et j'ai été chercher quelqu'un. Bon, je t'avais envoyé quand même des photos régulièrement, donc il n'y a pas de grande surprise. Quand même plus belle, il n'y a pas photo quoi. Ah, qu'il y a quelques années, ouais. Tu sais que j'arrive à chaque fois plus à me souvenir de quand ça date, mais... Ça fait 6 ans. Putain, ça fait déjà 6 ans. Ouais, on avait mis ça en 2019 ? Ah bah ça fait quand même vieux, ouais. Oula. Donc effectivement, il était temps que je m'en occupe. Hein. Je me souviens d'ailleurs même plus vraiment à quel moment je me suis dit que finalement je la garderais pas pour moi. Mais c'est lié, hein, de toute façon. Parce que concrètement, si j'ai mis 5 ans, 6 ans à me décider à m'en occuper, c'est que j'étais pas si motivé que ça. J'ai menti à mon assureur. C'est vrai ? Tu lui as dit que c'était pas une SV ? Je lui ai dit que c'était une SR. Ah, une SR 3 litres, c'est super rare, je crois. Hein. Parce que la SR 3 litres, ça veut dire que tu as le 3 litres avec la plus petite finition disponible. Bah ouais, Et ça aurait été vachement bien d'avoir ça finalement. Ouais. T'aurais pas eu l'ABS, t'aurais pas eu direction assistance variable, ni les suspensions pilotées. Et t'aurais pas eu envie de t'arracher panne. les cheveux comme tu t'es arraché les cheveux là-dessus. Quoi. Ouais, parce qu'au départ, il était juste question de changer le berceau, puis finalement, il y a quand même pas mal de trucs qui se sont rajoutés au tableau. Et surtout un côté sentimental que j'avais pas soupçonné. Toi, tu pensais pas finalement avoir envie de la garder ? Du tout, non, je pensais plutôt m'éloigner des souvenirs, tu sais, comme c'était la voiture de mon père. Ouais. On en a discuté un petit peu durant le trajet, mais lui, il l'a acheté finalement quand c'était vraiment sa dernière chance d'en avoir une. Quoi. C'est ça. Bah, ça faisait un moment qu'il en cherchait une, il l'a vue, avec un contrôle technique vierge, il s'est dit « Waouh, je la veux !» Le berceau C'était un rapport de contre-visite. Ah, oh oui, d'accord. Ça là, elle est pas mal quand même. Tu m'en voudras pas d'avoir repassé le volant et non, le levier en phase 1 ? Oh la vache! Ah, c'est plus propre. Ou à toi l'honneur. Hein. C'est vrai? Elle va démarrer. Elle va peut-être démarrer. Elle va peut-être démarrer. Donc ouais, avant même d'avoir attaqué la rénovation de la voiture, je m'étais décidé à la rendre à Julien à l'issue parce que je sais ce que c'est que de regretter une voiture ayant appartenu à un membre de la famille dans ce contexte. Ah oui, c'est confortable quand même. Il aura bien quelques détails à parfaire s'il le souhaite, mais je crois que le principal est fait. J'espère qu'il aura l'occasion de nous donner de ses nouvelles sur le groupe Facebook de la chaîne. On peut lui souhaiter bonne route et longue vie à cet exemplaire. Ce serait vraiment incroyable que toi tu tombes en panne après une rénovation alors que moi j'ai réussi à revenir avec sans souci. Le seul truc qu'on avait fait c'est vidanger la voiture et dégripper l'étrier avant droit.